you- it, this project is a real privilege for us as mining people, and I'll give you a bit of an introduction into who we are, the people behind Nouveau. But this is one of the greatest base metal mining camps in certainly in Quebec, if not in Canada, probably in North America. It's one of the great mining camps, and we ended up with an agreement with Glencore to take over this camp. And Nouveau Minerals is a private company at this point. So we have raised money from a group of shareholders that it's all been privately raised. We so far have three permanent direct employees, myself, Steve Filipovic, who's our Chief Financial Officer, and Gilles Roy, who's an ex-Glencore. He retired in December, and he started working for us in August. So he had 6 months of retirement, and that was enough. He needs to come back and do some work again. He's not ready to retire. And so we're still very, very small. We use the services. You might have seen Laurentia Exploration. Laurentia provides us with our services here in our geological services, running the drill program for us. And again, an amazing team of people, but they know these deposits probably better than anybody that we could have hoped to have got. So right from the beginning, we've been able to get the best possible team. I don't think we can get better. So we are still, as I say, we're a private company. We will eventually go public, and so we will be on the Toronto Stock Exchange. But until then, we are going to remain public as long as we can. We'll continue raising money, and we will be spending $30 million over 3 years. So a little bit, it's $8 million, then $10 million, then $12 million. So $30 million over 3 years. That's our commitment to Glencore, is that's what we're going to do. And we're going to be doing that only on exploration. That money, that the $30 million will be only on exploration. And so that will be our primary focus. But what Gilles is going to also talk about, and I'm sure it's a question that everybody wants to know, is the mill is still standing there. And we're trying to get Matthew to take his hands off the mill. He must leave the mill alone. And we are looking to see how soon can we get that mill started again, right? Because that's ultimately what we want. That's ultimately what the town of Matagami wants and needs, is the mill running again. Because when the mill's running again, people are working again at the mine. And that's our objective. Exploration is, I think the mayor uses the term, it's the oxygen, the exploration. So we're putting oxygen into the patient. And now we're looking at how can we start up the mill sooner, right? There's some deposits that are already there. We're busy looking at those. And again, Gilles will touch on those. But we're looking to get this up and running again. That's the most important part, is that the concentrate is leaving Matagami and people are working. That is our objective. So just quickly, that's just 3 pictures of, so Ewan Downey, who's our executive chairman, myself and Steve, we all worked together. We were at Premier Gold. So we had our big project was in Northern Ontario, Hard Rock. That was acquired by Equinox. My background, which I think is important for this one, is that I come from a company called, early on in my career in Canada, FNX. And at FNX, we went in Sudbury. We took 5 mines from Inco. Inco said they were finished. And 2 of those mines are still running today, right? It's not because we were better than Inco. It's just because we are different. So we're a junior mining company. We just do things differently. We look at the world differently. And so with that experience, what we believe we can bring is a different way of looking at the Matagami Lake mine, right? And it's just a different way of doing it. And that's what we're doing. It's probably going to be smaller initially, but we'll get that moving again. So that is the management group behind the project. And again, like you know, my French is not very good. Gilles helped me with the slides. It's a great mining camp. It's in a province that is
so much better than anything I've ever experienced. Quebec is amazing when it comes to being a mining company to work in. I don't think there's any province that is as any government in any province in Canada that is as involved and as helpful and promoting mining and helping us with it. Interaction so far with the town of Matagami, primarily through Danielle at the back there, has been absolutely amazing. It is a community that is built around mining, and you guys know what that is all about. And that is, you can't get in a better place than that. And we've got all the infrastructures there, right? That infrastructure is important. The mill that's standing there to build that new, that's probably $100 million, right? But it's there, right? And so that is a great opportunity for this project, and we're very, very excited about that. So I think I'm going to stop talking now and hand it over to my much more technically competent friend. And Gilles will give us just a little bit of a description about some of the work that we're doing. And fortunately, he'll do that in French. Thank you. Thank you, Peter. Excusez-moi, franchement, je m'en allais parler en anglais. Désolé. Mais je veux revenir sur quelque chose que Peter a dit. Il a formé une compagnie qui s'appelle FNX. Cette compagnie-là a été dans le secteur de Sudbury. Il y avait 5 mines qui étaient fermées. 5 mines que Inco ont dit, mais ça, ces mines-là, pour nous, c'est fini, c'est fini. On est parti. Merci beaucoup. Ils ont repris les 5 mines, ils ont fait des études, ils ont regardé qu'est-ce qui restait, ils ont regardé qu'est-ce qu'eux pouvaient faire. Puis aujourd'hui, il y a encore 2 de ces mines-là qui roulent. Donc, c'est pour vous dire que la façon de travailler dépend aussi de l'appétit que tu as, dépend des méthodes que tu as, dépend de tes idées, dépend aussi du prix des métaux. Quelque chose qui est économique, je ne sais pas moi, à 46 cents ou 48 cents la livre du zinc, tu mines quelque chose puis tu en laisses à côté parce que ce n'est pas économique. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça, c'est économique. Ça fait partie un petit peu de cette espèce de philosophie de regarder plus en détail qu'est-ce qui se passe. Là, on va parler un petit peu du camp de Matagami. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un présenteur, je fais mon possible. Donc, s'il y a quelque chose de pas clair, levez la main, posez-moi une question. Madame? Oui. OK. Daniel me dit, mets le micro vis-à-vis de ta bouche. OK. La première... Excusez-moi. OK, la première slide que j'ai pensée, sans vous la montrer, c'était juste pour vous dire qu'on était à Matagami, mais ça, je pense que tout le monde le sait. C'était pour vous dire que le camp de Matagami, c'est un camp prolifique. Ça, tout le monde le sait ici aussi. Puis c'était pour vous dire que le camp de Matagami a produit pendant 60 ans. C'est encore une fois, non, là, c'est pas tout le monde qui le sait. Il y en a des plus jeunes que ça. Mais c'est un camp très, très, très prolifique. C'est un des meilleurs camps au Canada pour le zinc. La position de Glencore, c'était ça ici. Ça, c'est les claims de Glencore. À cette position-là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé au travers des années. C'est qu'ils ont trouvé de l'or un petit peu plus haut. Il y a une bande aurifère qui s'en vient dans ce secteur-là. Donc, cette position-là est stratégique. Pour les métaux de base, bien sûr, c'est l'évidence même. Mais il y a aussi un potentiel aurifère, puis un potentiel aurifère et de métaux de base, les deux ensemble. Donc, c'est un camp. Aujourd'hui, c'est une perle. C'est une perle pour son potentiel minier qu'on a tous connu, les métaux de base, mais il y a aussi le potentiel aurifère, puis il faut s'ouvrir les yeux. Il est là, ce potentiel-là. Donc, une petite histoire rapide, c'est les dépôts du camp. On voit ici ce qu'on appelle le flanc nord, le flanc sud et le flanc ouest. C'est grosso modo tout le temps la même roche qu'on retrouve, la tuffie de clé, la fameuse tuffie de clé que tous les géologues vous ont sans doute chanté, la tuffie de clé. Bien, c'est encore ça aujourd'hui. On cherche le contact de la tuffie de clé, puis on explore le long de ce contact-là. Une chose qui est à savoir, par exemple, c'est que
La tuffette clé qu'on retrouve ici, c'est la même de ce côté-là. Ce n'est pas deux horizons séparés. C'était autrefois le même horizon, ça a été érodé. Donc, on trouve ici le flanc nord et le flanc sud, c'est le même horizon, mais une image miroir. Ça formait une butte, ça a été érodé. Dans le secteur du camp ouest, c'est le contraire. La tuffite, elle rentre dans le sol, puis elle ressort de l'autre côté. Elle est encore là. Du moins, le potentiel est là. On n'a pas réussi à aller la retrouver dans ce secteur-là, mais théoriquement, cet horizon-là, qu'on retrouve ici, passe en dessous de la roche. Elle passe dans l'écran quelque part, et ça, c'est un potentiel immense qui n'a pas été exploré, qui n'a pas été mis en valeur, on pourrait dire. Depuis le début de l'entente avec Glencore, même si ça paraît peut-être pas énormément, il y a toujours eu 2 à 3 foreuses qui roulent constamment. Donc, la journée où ça a été signé, cette entente-là, il y a des contracteurs, c'est Laurentia, qui sont arrivés ici. Il y a des anciens employés de Glencore qui se sont joints à cette équipe-là pour continuer de faire de l'exploration. Donc, déjà aujourd'hui, maintenant, il y a 3 foreuses qui roulent 24 sur 24, 7 jours par semaine. C'est déjà en place. Sur les 12 premiers mois, donc on est là-dedans en ce moment, le plan est de dépenser 8 millions de dollars. C'est en cours. Le plan est de forer 24 000 mètres de forage. C'est en cours. Le plan est d'évaluer Orchard West. C'est en cours. Cabert-Nord, les études sont en cours. On a des anomalies qu'on va forer cet hiver parce qu'ils sont plus accessibles en hiver, mais les travaux avancent très, très bien. Il n'y a pas de surprise. Orchard West, on fore là de façon active depuis le tout début du programme. C'est une petite lentille très profonde, les trous sont longs à faire, mais les choses vont très, 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 très bien. Donc, cette année, le travail se fait dans ce secteur-là. C'est quoi ce secteur-là? C'est le prolongement de McLeod. Le dépôt de McLeod est ici, la même stratigraphie, la même roche, mais un petit peu plus vers l'est. À peu près 1 kilomètre plus à l'est, il y a une très belle anomalie qui n'est pas testée. Une autre place où on va travailler à l'heure actuelle, c'est Orchard West. Orchard West, ça se trouve à être entre Belle-Allard et dans le corridor de Belle-Allard et Île-Dieu. C'est un dépôt à 1,2 km qui a été trouvé quand même relativement longtemps et travaillé de façon sporadique. Aujourd'hui, notre travail à nous, c'est de le forer pour savoir si oui ou non il y a quelque chose d'économique puis comment on peut y accéder. Je vais maintenant vous parler d'Orchard West un petit peu plus en détail. L'avantage d'Orchard West, c'est que c'est près de tout, mais vraiment près de tout. On parle de à peu près 2,5 km du concentrateur. On parle de quelque chose qui se situe juste à 1 km environ de Belle-Allard. On parle d'une teneur moyenne de 15,8 % en zinc, donc quelque chose de franchement très, très riche. 1,7 % en cuivre. Les lentilles actuellement sont encore ouvertes. C'est sûr que l'espace commence à rouler un petit peu. On travaille là depuis quelques mois, là, donc ça commence à prendre forme. Ce qui était connu commence à prendre forme, mais en même temps, on se rend compte que, comme le dépôt d'Orchard, c'était plusieurs petites lentilles disséminées. C'était pas une lentille, c'était plusieurs. Bien, la même stratégie s'applique peut-être aussi à Orchard West. On commence à voir des senteurs qui nous disent OK, on a une lentille ici, on en a une là, on en a une là, mais là, il y a de l'espace, puis il y a de l'altération. Donc, le travail est en cours. Ça, c'est un snapshot quand on a débuté. Autrement dit, l'image, quand Glencore a signé l'entente avec nous, c'était ça.
c'était cette lentille-là qu'on avait. Puis notre travail à nous maintenant, c'est de dire comment qu'on peut réussir à grossir ce dépôt-là. Principalement, il y a 4 secteurs qu'on voulait regarder. La jonction des 2 lentilles, l'extension en profondeur et l'extension vers le haut, vers l'est et vers l'ouest. Ce qu'on utilise pour ça, c'est profond. C'est principalement des données géophysiques en forage. Donc, on fait notre trou de forage, j'allais dire, on hit ou hit pas, mais en tout cas, on frappe du minerai ou on n'en frappe pas, mais peu importe qu'est-ce qu'on fait, on va aussi utiliser une sonde électromagnétique qu'on envoie dans le trou qui nous dit s'il y a quelque chose de conducteur et de magnétique à côté. Donc, chaque trou de forage nous donne à peu près une image d'environ 100 mètres autour du trou. De cette façon-là, on est capable de voir un peu plus loin. Parce qu'un trou de forage, c'est quoi? C'est 3 pouces à peu près. Tandis qu'avec la méthode du pulse, on augmente ça à une centaine de mètres. On va regarder un petit peu Cabert-Nord. Cabert et Cabert-Nord, OK, le camp ouest, on est en partenariat avec SOCAM, sauf les dépôts de Cabert et Cabert-Nord, qui sont des enclaves 100%, qui étaient 100% Glencore, qui sont maintenant 100% nouveaux. Fait que tout ce qui va se trouver là, tous les travaux qui vont se faire là, vont être payés par Nouveau et rapportés à Nouveau. L'idée, c'est de savoir où on en est avec cette lentille-là. Il y a des forages intensifs qui ont été faits là, il y a des tonnages de connus. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une mine avec ça? Et qu'est-ce que ça prendrait pour en faire une s'il manque un petit quelque chose? Est-ce que l'exploration pourrait venir complémenter? S'il manque, si c'est marginal, puis il y a des bons types d'exploration, bien, allons-y. Durant l'hiver, forons Cabert-Nord. Forons pour essayer de trouver ces tonnes qui vont faire que c'est peut-être un bon dépôt marginal versus un bon dépôt. Donc, les études sont en cours. Parallèlement à ça, il y a des études de scooping study. Donc, on essaie de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc, ça, c'est une espèce de plan initial avec qu'est-ce qui est connu à l'heure actuelle. Mais, bien entendu, on veut faire de l'exploration aussi. On veut essayer d'étendre ça. On a déjà un petit peu l'image de qu'est-ce que ça pourrait rapporter. On sait qu'est-ce que c'est. On connaît le minerai, on connaît la métallurgie, mais il y a encore de la place pour l'exploration. Et le 30 millions d'exploration, une partie est dédiée à Cabert-Nord. Il y a aussi une autre lentille que les gens ont peut-être entendu parler, c'est PD1, qui est un petit peu plus loin. C'est une lentille qui était connue depuis longtemps, qui n'est pas inclue là-dedans. Donc, le dépôt Cabert-Nord, on le regarde les deux ensemble, mais PD1, qui est aussi une lentille avec une ressource, c'est une affaire différente. On va prendre notre temps de le regarder comme il faut, de façon séparée. On parle de cibles d'exploration. Je vais vous en montrer une. Celle-là, Vitem 1, est dans l'extension de la bande de Cabert. C'est une vieille cible. Vraiment, là, c'est pas quelque chose de neuf. On l'a foré. Je pense même que c'est moi qui l'ai foré. Sauf que c'est ça la beauté de l'affaire. Tu as beau avoir foré de quoi, peut-être que tu l'as manqué. Et c'est ce que j'ai découvert. Quand on a foré ce trou-là, on n'a rien trouvé dedans. C'est simple, il y avait de la roche. Juste de la roche, aucune minéralisation, rien du tout. Et ça, c'est intriguant parce qu'on avait un bon conducteur. Donc, Glencore est revenu par en arrière puis a fait un levé gravimétrique. Le levé gravimétrique, qu'est-ce que ça nous dit? Du minerai assez pesant, c'est lourd. Donc, on a des instruments qui vont mesurer le poids de la roche. Puis qui vont nous dire, à cet endroit-là, la roche est plus pesante. Et c'est ça qu'on a trouvé. Il y a une anomalie gravimétrique. Ça veut dire que, en profondeur, mais pas tellement creux, il y a une roche qui est plus pesante. Et on sait que cette roche-là, elle est conductrice.
Qu'est-ce que c'est un conducteur? Le cuivre, c'est un conducteur. L'électricité, ça a besoin d'un conducteur pour être propagé. Donc, on a deux choses. Bon conducteur, puis une cible gravimétrique. Bien ça, moi, je l'ai foré, mais je l'ai raté. Aujourd'hui, on a une très belle cible ici. Et j'ai beaucoup d'espoir pour cette cible-là. McLeod, Bracemac. Ici, on a quelque chose qui s'appelle McLeod East. C'est grosso modo la même stratigraphie, la même roche, mais 1,5 km plus loin. Pour faire une histoire courte, les dépôts sont à peu près déposés, à peu près espacés d'1,5 km. La découverte de McLeod Deep, c'est un géologue qui s'appelle Gilles Bouchard, qui était le gérant de l'exploration à ce moment-là. J'étais dans un meeting avec lui, puis on parlait de l'exploration. Puis il a fait là. Puis il l'a eu. 1,5 km, une distance de 1,5 km, et son trou a frappé McLeod Deep. La même philosophie nous a amenés dans ce secteur-là ici. Et ce qu'on trouve, ça c'est une carte de la roche, du magnétisme de la roche. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont une sorte de roche qui est magnétique, des gabbros, puis une autre sorte de roche qui l'est moins. Donc, ce que ça nous dit, ça nous donne une image de la roche. Mais ce qu'on tire de ça, principalement, ce n'est pas l'image de la roche, c'est des espèces de cassures qu'on peut voir, des failles, des déplacements. Autrement dit, la même unité qui est ici, là, elle se fait casser. Elle se fait déplacer un petit peu. Puis c'est ça qu'on voit sur McLeod East. La roche qui est ici s'en va vers là. Et ce qu'on a à cet endroit-là, on a 2 trous de forage qui ont frappé des belles altérations, des très, très belles altérations. Le genre d'altération qu'on retrouve au cœur des dépôts. Donc, on retourne là-bas cet hiver, parce que c'est des forages d'hiver dans ce secteur-là, pour aller tester ces anomalies-là. Le potentiel aurifère, écoutez, on ne se fait pas d'histoire. Glencore avait un camp qui s'appelait Matagami, puis Matagami produisait du zinc, des métaux de base. Il y avait de l'or dans le système, il y en a tout le temps eu un petit peu, 1 demi-gramme, il y avait de l'or. Mais il n'y a personne qui a passé beaucoup de temps à chercher de l'or. Ce n'était pas le mandat. Le mandat, c'était, on a un moulin, et ce moulin-là mange de la roche qui s'appelle sulfure massif, pas de la roche qui s'appelle or. Donc, on va continuer de fournir du concentré de la roche au moulin. Mais, si on est objectif, puis on regarde ça un petit peu avec un recul, il y a de l'or dans le camp. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, sauf qu'on ne l'a vraiment jamais accroché, jamais vraiment cherché. Aujourd'hui, au nord du camp, tout est staké. Tout est staké. De Matagami jusqu'à l'autre bord de l'Ontario, il n'y a pas une parcelle de terrain qui n'est pas stakée. Pourquoi? Pour l'or. Mais cette roche-là, qui fait l'envie de tout le monde, sur laquelle on explore énormément, elle vient se perdre dans ce secteur-là ici. Elle est là. La même unité vient à notre rencontre. On serait fou de ne pas aller voir ce qui se passe. Donc, à côté des métaux de base, on va toujours avoir un œil ouvert pour l'or. C'est un changement de philosophie. C'est pas grand-chose. C'est juste de dire, c'est une veine de quartz, on va l'échantillonner. On l'envoie au laboratoire. On va aller voir qu'est-ce que c'est. On va avoir l'heure juste sur ce potentiel-là. À court terme, qu'est-ce qui se passe côté production à court terme? Ça veut dire quoi, ça, le potentiel à court terme? Si on regarde l'historique des dépôts, il faut le regarder en fonction du prix des métaux. C'est aussi simple que ça. Du minerai, c'est économique dans un système économique. C'est pas parce que c'est riche que c'est économique. C'est riche parce que le prix du minerai permet que ça soit économique. Exemple, Bel-Alor,
le prix moyen du cuivre, du zinc à Bel-Allard était de 48 sous le long de sa production. C'est une catastrophe. Moi, à l'époque de Bel-Allard, je travaillais à Brunswick. Puis on parlait de Bel-Allard comme étant wow, les gars sont bons. Ils sont vraiment bons parce que les teneurs sont bonnes, mais les coûts sont hyper faibles. Il faut qu'ils réussissent à vraiment bien gérer leur système, à gérer qu'est-ce qu'ils vont aller chercher. Ils n'ont pas de potentiel de dire on va essayer d'aller voir là-bas, on va faire un petit tour. Non, non. À un prix de 40 cents la livre, tu ne peux pas t'en permettre. Tu y vas, puis tu prends le meilleur, tu ne prends pas de chance. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire, ça ici, c'est une section, on regarde dans roche. Donc, c'est comme si on prenait une tranche de roche, puis je vous l'amène à surface. C'est la mine de Bel-Allard. Okay? Donc, on a pris une tranche de roche qui était à 1 km de profondeur, puis je vous l'amène directement devant vous. On l'a coupé, puis on regarde ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'est-ce qui a été miné en rouge vif. Ça, c'est ce qui était économique à l'époque. En rouge pâle, ce n'était pas économique. C'est en place. C'est là. Ça n'a pas été touché. Parce que, à 48 sous la livre, c'était pas économique de ne rien aller chercher de la roche, de l'amener en haut, quand dans le fond, elle ne couvre même pas ses frais. Donc, on sait, et tout le monde le sait, qu'il y a du potentiel à Bel-Allard. Parce que le prix du minerai nous permet de voir ça différemment. C'est plus la même affaire. Qu'est-ce qui était subéconomique ou non économique? Aujourd'hui, il y a des chances que ça le soit. Mais pour se rendre jusque-là, il faut l'étudier, il faut le comprendre, il faut savoir qu'est-ce qui reste. Il faut être capable de prendre un espèce de modèle 3D et de voir si on est capable de se faufiler entre ce qui a été miné pour aller chercher ce qui reste encore, ce qui est en place. Donc, c'est ça le potentiel à court terme. Il y a des dépôts existants qui sont là, qui ont encore du minerai. Ce minerai-là est peut-être potentiellement économique aujourd'hui. Il reste à savoir si on est capable d'aller le chercher. C'est la stratégie que Peters a prise pour ses 5 dépôts à Sudbury. Il y en avait 5. Aujourd'hui, il y en a encore 2 qui sont des mines actives. Quand même un bon score. Les infrastructures. Il y a un concentrateur. Il y a un chemin de fer. Il y a l'électricité, la haute tension. Tout est là. Vous le savez, c'est un camp minier. Puis pour miner, ça prend toute une panoplie de services. Tous ces services-là sont ici. Donc, il faut évaluer. Il faut que Nouveau évalue chacune de ces morceaux de puzzle-là pour voir s'il y a un potentiel de faire quelque chose, peut-être un petit peu à l'extérieur de la boîte avec tout ça. Un concentrateur, ça concentre de la roche. Ça prend de la roche, ça la broie, puis ça en ressort quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel pour utiliser ça? Même chose avec les infrastructures. Il y a une erreur aussi sur LEOD. Sur les infrastructures minières existantes. Est-ce qu'on peut faire de quoi avec? Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Est-ce qu'on peut se servir de ça pour aider nos modèles financiers quand on va réévaluer, exemple, Bel-Allard? Bel-Allard tout seul? Non. Mais Bel-Allard avec un concentrateur à côté, juste ça à côté, ça, c'est une autre histoire. C'est cette histoire-là qu'on est en train de regarder, d'essayer d'écrire. Donc, on va faire un petit wrap-up, comme qui dirait. Un excellent camp minier, avec un potentiel historique incroyable, avec un futur incroyable. Si ce n'est pas les métaux de base, ça va être l'or qui va vous rattraper. Parce qu'en ce moment, c'est la ruée vers l'or, juste au nord de Matagami. Donc, on garde l'œil ouvert, on cherche les métaux de base, puis on va les chercher avec tout ce qu'on peut, mais on va aussi garder l'œil ouvert pour l'or, parce qu'il y a un potentiel, un vrai potentiel. Une immense propriété. Il y a du terrain, amplement de terrain. Il y a du terrain exploité, puis il y a du terrain aussi qui est presque vierge. Quand je vous parlais, quand le flanc sud
et le flanc ouest, la géologie s'en va sous terre, puis que les mêmes unités, on les retrouve en profondeur, bien ça n'a pas été testé. Est-ce qu'il y a des façons aujourd'hui d'aller tester ce potentiel-là? Je vous dis que oui, il y en a des façons. Est-ce qu'on est capable de le faire de façon économique? Ça aussi, on est capable de le faire. Maintenant, faisons-le. C'est là qu'on est rendu. On est rendu à établir des plans pour faire de l'exploration sur une période de 3 ans, dépenser 30 millions de dollars. Bien entendu, le Québec, c'est le Québec. Il y a un bon potentiel pour les investisseurs. On sait qu'ici, on va faire les choses comme il faut. Il faut les faire comme il faut. Les lois sont là pour nous le rappeler, mais on est une province productrice de minerais, puis on en a à produire, puis on en a encore à produire. Là, c'est votre partie à vous. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'il va en avoir. What is the price of the zinc today? Yesterday, I think it was 140. 130, 140. Yeah. 1,30, 1,40. It sounds better if you say it in Canadian. If you say it in Canadian dollars, then it talks to you about 180. Écoutez, le prix de l'or, pas le prix de l'or, j'ai une fixation, on dirait, hein, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, je m'excuse. Le prix du zinc est bon, un bon prix du zinc à l'heure actuelle. Ouais. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Peter, do you have the intention to inform people via the social network and to give some news? One, two, three. That's all. So, yeah, we need to get the website still. We haven't got the website isn't up and running yet. So all of that will come, but our focus has been to get the drills. That was our main focus. That we signed the agreement on the end of March, and by the middle of April, the first drill was run. So that was our priority, because we wanted the drills to run. Social media and all of that will come, communication will come, but the important part is get the drills. Pour en dire un petit peu plus, peut-être. Parce qu'il y a une des lois quand même qui englobe tout ça. Si tu es une compagnie privée, tu fais ce que tu veux, tu es privé. Mais si tu es une compagnie publique, ah ben là, c'est différent. Tu ne peux pas arriver et mettre sur ton Facebook, « Hey, on a frappé. » Tu peux le faire, il n'y a pas de problème, mais tu peux le faire après l'avoir annoncé publiquement selon un cadre très précis, faire un press release. Une fois que tu l'as fait, tu peux dire ce que tu veux, mais tu dois informer de façon officielle tes actionnaires, puis ça se fait avec un press release. Mais une fois que c'est fait, bien sûr. Oui, le monsieur là-bas? Hey, je suis géologue, moi. Ah, perlipopette. The question is, what is the deal? What is the thing about the concentrator? How would that going to be linked to that deal? So in the agreement with Glencore is that at the start of it now, the concentrator is excluded from our agreement, but at the end of 3 years, we have the ability to buy the concentrator from Glencore for $5 million. So that becomes the price for taking the concentrator, the tailings area, and Brace McMcleod. We
we can take that next year in April. So that's after 1 year, we can take Bracebank McLeod. And at the end of 3 years, in the agreement as it is now, we take the concentrator. Does that answer your question, Dan? Oui et non. L'entente initiale dit que le concentrateur va être acquis après avoir dépensé 30 millions de dollars au bout de 3 ans. Mais ça n'empêche pas de négocier. Ça n'empêche pas de, si l'intérêt est là et si on trouve quelque chose, ça n'empêche pas de retourner à la table et de dire, bon, là, on a ceci, et ceci serait économique si on a accès à cela, cela étant un concentrateur. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui roule le plus rapidement possible, puis de négocier pour que ça se fasse. Mais dans le pire des cas, le pire des scénarios, on va au scénario où il n'y a rien qui puisse faire, il n'y a rien qui puisse il n'y a aucune entente connexe. Au bout de 3 ans dans le contrat, le concentrateur, les tailings peuvent être acquis pour 5 millions de dollars. Mais ça, c'est le pire des scénarios. Ça, il faudrait le poser la question, il faudrait vérifier avec les gens de Glencore. Qu'est-ce qui va être démantelé, qu'est-ce qui ne le sera pas. Oui? Un an et demi et... OK. Okay, Glencore. Okay, they hear that Glencore will dismantle the concentrator in 1 year from now, 1 year and a half. So Glencore is working, and Matthew is part of that. Matthew's part of the group, the closure group, that is looking at closing the whole mine. That's their responsibility. They have to be doing that. At the same time, and Matthew knows this, is that Glencore was going to sell all the parts of the mill. And with discussions with them, they stopped that. And they said they would leave it there, and we need to decide if we're going to want to take it, because we take it with the liability, all the cost to close it, we take that with it as well. But they stopped that. So is there a time frame to close it? Is it 1 year? I don't think so, but we're busy doing the work to be able to go back to Glencore and say, yes, we want it. And it's in our agreement to take it. Est-ce que vous voulez que je traduise? Bon, OK. Je vais essayer de ne pas m'enfarger. Donc, en ce moment, la responsabilité de Glencore, c'est de démanteler, de fermer le site, de le rendre sécuritaire. Ça n'empêche pas qu'ils ont actuellement un client pour le concentrateur, et je paraphrase ce qui a été dit, ils ont un client pour le concentrateur qui s'appelle Nouveau. À un moment donné, il y avait une possibilité que Glencore vende le concentrateur style un encan, et ça a été stoppé par Glencore pour dire non, on va attendre de voir ce qui va se passer. There's two important things as well to remember, is that it's in Glencore's interest for us to be producing concentrate. Because when we produce concentrate, Glencore buys the concentrate and that goes to their smelters. Also, Glencore gets 2% royalty on the production. They get nothing out of exploration, but they benefit from production. So it's in their interest for this mine to be working again. So that's an important part. Glencore, the way we see it, Glencore is a partner with us. We're working together on it. They've got responsibilities to the Ministry of Environment and to the Quebec government. And we've got a responsibility to make sure to our shareholders that we can successfully restart the mine. And when we put those two together, we then, I believe, we have an opportunity to start the concentrator again. It just takes a lot of work. But we're doing that. So we're busy doing that. Donc,
quelque part, l'intérêt de Glencore, c'est de nous voir produire. Parce qu'en produisant, on produit du concentré qui s'en va au smelter de Glencore. Et sur ce qu'on produit, Glencore a une redevance de 2 Donc, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce qui va être produit ici à Matagami? Glencore va en avoir une partie, va avoir la production, bien entendu, mais il va aussi avoir une redevance sur le prix, 2 Donc, c'est un intérêt mutuel de penser produire, de prioriser la production. Glencore a zéro d'intérêt sur ce qui se passe du côté de l'exploration. Ils n'ont pas un 2 d'exploration. Ils n'ont pas une royalité sur l'argent qui va être dépensé en exploration. Non. Mais une production, ça c'est différent. Une production dit 2 de royalité. Est-ce que c'est clair? OK. Il n'y a pas une autre question pour un géologue? Oui, oui, oui. Ça a toujours été pensé, ça a toujours été planifié, ça a été dessiné, ça a été évalué, ça a été proposé, ça a été rejeté. Pourquoi ça a été rejeté? Ben, je vais revenir avec ça, c'est plate, là, mais 48 cents la livre. 48 cents la livre. Non, non, 48 cents la livre, là, tu vas chercher la crème et tu ne te permets pas, même mieux que ça, si tu peux trouver du beurre, ça, c'est encore mieux que de la crème. C'est ça. Le côté économique n'était pas là. Tu ne pouvais pas penser aller faire une rampe d'exploration qui aurait coûté des millions de dollars, qui aurait été des profits en moins, pour aller explorer quelque chose qui était loin, marginal. C'était une business où tu voulais faire de l'argent, puis ça en aurait pris beaucoup, 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 beaucoup pour faire la rampe d'exploration, pour faire la définition. Et à 48 sous, n'oubliez pas qu'il y avait persévérance à ce moment-là aussi. Il y avait une mine qui était quasiment presque à ciel ouvert, là, qui était là en attente. Oui. Je n'ai pas le chiffre de mémoire, je ne le sais pas. Quand on a repris le package, je pense qu'il y avait 700 000 tonnes ou 600 000 tonnes. C'était pas 1 million de tonnes. Mais je n'ai pas le chiffre exact, je m'en excuse. C'était des bonnes teneurs. C'était 17 puis 1,7 quelque chose en cuivre. Des très bonnes teneurs, mais un petit tonnage. Et le travail à l'heure actuelle, c'est d'essayer, c'est de grossir ce tonnage-là pour que ça passe cette petite barrière-là qui fait qu'un dépôt tout d'un coup devient économique. C'est ça le travail à l'heure actuelle. Le travail se fait activement avec 3 foreuses. Three drill on Orchard West right now? 3 foreuses actuellement sur Orchard West. Je m'excuse, hein, parce que je suis un petit nouveau. Moi, je suis en retraite. J'ai pris ma retraite au mois de janvier, comme Peter disait. Et c'est en voyant que ça repartait ici à Matagami, j'ai eu le goût de proposer mon aide. Donc, j'ai appelé ce monsieur-là, puis j'ai dit, ben si ça te tente, si tu as des questions, dis-le-moi, puis on se rencontre, puis on jase un peu, puis c'était tout ce que je voulais. Juste dire, si tu as besoin d'aide, je lève la main, je suis là. Puis ça l'a évolué un peu, puis maintenant, ben, je travaille avec l'équipe. Oui. C'est un deal. C'est c'est- 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 c'est ça. C'est juste, l'entente a été mise sur 3 ans. C'est pas parce que Glencore aurait pu choisir de mettre une entente sur 4 ans, il aurait pu choisir de mettre une entente sur 2 ans, il aurait pu choisir de mettre 40 millions, il aurait pu choisir d'en mettre 20. C'est une entente, c'est une négociation. C'est ça.
C'est pas une question qu'il y a quelque chose de particulier sur l'année 2. Non. C'est toute la même continuité, sauf que des dates. Puis à cette date-là, on doit avoir dépensé 8 millions ou plus. À cette date-là, il faut avoir dépensé 10 millions, donc 18 millions au total ou plus. Puis au bout de 3 ans, quand tu as dépensé ton 30 millions de dollars, bien, on obtient la totalité du camp de Matagami, sauf les zones d'exclusion qui sont, elles, acquérables pour 5 millions de dollars. How long will take to put the mine in production or restart a mine? Or how long it will take to have something in production? It's a good question. I suppose it depends. So assume we've got the resource. We know there's enough ore to mine. Then we've got to get equipment. We've got to get people back again. And it depends on which mine it is. If it's Bracemac-McLeod, if there's still some opportunity there, we turn the switch on and it's all there. A mine like Kabare North, that's probably about a year and a half, 18 months. If it's going back to Ballalade, that could be 2 years. It just depends. But I think there's an opportunity with something like Bracemac-McLeod. What's left, there's some ore left there. There's maybe some exploration potential. Is that Bracemac-McLeod could be quick, but it's not going to be long. We need more. We need a Kabare North, or we need a new deposit. So that's what we're looking at. So it's difficult to say, but it's it just depends on the mine. We spent the whole day today talking about exploration. Do we have one? I think it's maybe too early to say which one. Do I? Yes. I think there's an opportunity to do it sooner rather than later. It's going to come down to doing the work to understand the geology, the economics, and what it's going to take to start it. And when we've done that, it's also going to take, what is it going to take to finance it, raising the money to do that. That's going to be an important part of it as well. And so my hope is by the end of the year, we've got a much better idea of what that path forward looks like. So hopefully next time we talk in here, we'll say, you know what, here's the plan that we're trying to do. Here's what we got at Orchard West. Here's what we've got, and we can give you a much clearer plan on what it's going to be. I'm going to be here every month at least. So whenever you want to, I'm here. I'll come and talk. As long as I'll practice my French. You can practice your English. Yours is better than mine. Je vais juste peut-être traduire un peu. Donc, quel est le prochain dépôt qui pourrait être mis en production? C'est sur quoi en ce moment Nouveau travail. À savoir faire des études, regarder le portrait financier. Mais avant le portrait financier, il y a le portrait géologique. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? C'est pour ça qu'il y a des foreuses qui roulent à l'heure actuelle. C'est pour nous donner une meilleure idée de qu'est-ce qu'il y a, exemple, à Orchard West. Plus tard, on va aller à Kabare. Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut rajouter à Kabare? Ou est-ce que Kabare, c'est déjà tout fini, puis l'exploration est faite? Donc, il y a un scénario, il y a peut-être un meilleur scénario. Et l'idée, c'est d'avoir ces informations-là pour la fin de l'année. La fin de l'année, la fin de l'hiver, notre campagne de forage, moi je suis un géologue, donc je ne parlerai pas en termes financiers, mais je vais parler en termes de géologie. Nous, les forages, on aime ça faire ça l'hiver parce qu'on a accès au territoire. Donc, il y a de l'information qui va arriver, on va faire nos devoirs et Peter espère, lors de la prochaine réunion, pouvoir vous donner l'heure juste sur qu'est-ce qu'il y a
à Orchard West, qu'est-ce qu'il y a à Cabert-Nord, puis vous faire comprendre un petit peu c'est quoi le topo de ça. Mais dans tous les cas, s'il y a un dépôt à mettre en production, il faut aller le financer. Parce que c'est pas le même argent. On ne parle pas de 30 millions de dollars. 30 millions, c'est de l'exploration et juste de l'exploration. S'il y a un dépôt à remettre ou à mettre en production, c'est de l'argent qu'il faut aller chercher sur les marchés. Donc, il y a une étape de plus dans ce sens-là. How long it will take to raise some money? Cash only, please. That's a difficult question, right? How long will it take? How long did it take us to raise the first $8 million? 3 months? Probably. Yeah. So how long is, again, it's a very difficult question. It depends on the market. If the market is the market right now is not easy. So it really depends on what the market is going to look like, how much, and how good the story is, right? And that's why we're doing a lot of work now on putting together a very good story, what we believe is a very good story. And then it's finding the right partners to work with us. We've got some good partners so far. We've got some people that are interested. We're talking to SIDEX, we're talking to Investment Quebec, we're talking to the case, we're talking to all those Quebec people that are very interested in the project as well. So it's a very difficult question. It'll be months that it could take to raise, but it all depends on how much, right? Ben, dans 10 ans, il ne sera plus tellement jeune, là. Ce que ça prend pour aller financer un projet, c'est premièrement un bon projet. Puis un bon projet, ça se travaille. Ça se travaille en le définissant. Un bon projet, dans le fond, c'est comme une bonne histoire. L'image que je vous ai montrée de Cabert-Nord, c'est une étude où on dit, OK, il y a tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Ça va coûter combien ça? Combien ça coûte ça? Combien ça coûte ça? Combien ça va coûter? C'est quoi les prévisions budget? C'est ça, une histoire qu'on donne à un investisseur. On lui dit, ça va nous coûter tant, ça va prendre tant de temps, puis ça, c'est le profit, le retour sur l'investissement que tu vas avoir. C'est l'image qu'on doit acquérir. On doit avoir une bonne, véritable, solide histoire. Et le marché va répondre en fonction de ce qu'on va lui présenter. Des fois, le marché est bon, des fois, le marché est moins bon. Ça dépend. Mais de façon générale, tu ne peux pas penser à aller voir quelqu'un en lui disant « Hey, t'aurais-tu 75 millions par hasard, toi? » Non, non, non. Ça prend quelque chose de solide, quelque chose, un bon plan financier, une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est que ce gisement-là, un bon plan de minage. Ça prend toutes les étapes. Mais tout ça, ça se fait relativement rapidement. Une fois que tu as l'évaluation géologique, tu as une gang d'ingénieurs qui vont s'asseoir avec les informations, puis qui vont cruncher les numéros, qui vont regarder étape par étape qu'est-ce que ça va coûter, combien ça va coûter, quand ça va le coûter aussi. Donc, une mine, c'est pas mettre, je ne sais pas, moi, 75 millions, bang, sur la table. Non, 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 non. Ici, on a besoin de 17 millions pour la première tranche. Ensuite, il y a un 20 millions qui arrive, puis c'est séquentiel. Ça prend un échéancier, un calendrier. Ça fait partie de l'histoire que tu donnes aux investisseurs, ça. Puis pour les jeunes, ben écoutez, le mieux, là, c'est toujours de travailler. Mais, Matagami, moi, j'ai vécu. Je suis resté ici avec ma famille. Puis n'importe quand, on viendrait à Matagami s'installer. On a aimé ça. On a trouvé que la communauté était belle. On a adoré le camping. J'ai adoré la rivière Belle. Je l'aime encore.
C'est une belle communauté, c'est une belle ambiance, c'est le fun. Donc, la meilleure façon d'attirer des gens, c'est de vous faire connaître. Moi, je reste à Saint-Jérôme. Mon garçon est ingénieur géologue et puis il finit ses études. Je suis sûr et certain qu'il serait très content de venir travailler à Matagami parce qu'avec Matagami, il a aimé ça. Ses souvenirs d'enfance sont ici. La pêche au doré, il adore. Faire la pêche à la glace l'hiver sur le lac Matagami. Moi, je n'aimais pas ça. J'avais peur qu'il passe dans le trou tellement qu'il était petit. Mais donc, il y a quelque chose d'attractif à Matagami. Ce n'est pas juste une destination que tu arrêtes quand tu vas à la chasse. C'est une destination pour vivre. Puis ça, ben, c'est la communauté de le démontrer. C'est votre partie. Oui. Côté job pour les gens de Matagami, je sais que vous avez besoin de toutes sortes de monde travailler dans. Est-ce que vous allez venir chercher le monde de Matagami avant d'engager à l'extérieur? Oui, 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 oui. Absolument pas. Ça me fait sourire parce que tout le monde parle de crise de l'emploi. Tout le monde dit qu'on manque de personnel. Tout le monde le. Je pense qu'il va y avoir une trentaine de personnes qui prennent l'avion pour aller travailler à Léonard. À peu près, là, grosso modo. Peut-être qu'ils seraient contents de rester à Matagami. C'est mon feeling, moi. Je ne sais pas. Je dis ça de même, là. Chacun prend ses décisions. Mais si tu vis à Matagami, puis tu prends l'avion pour aller travailler à Léonard, ben, puis qu'on te dit tout d'un coup, hey, il y a de la job à Matagami, ben, chacun prend ses décisions, hein, mais il me semble que j'aimerais ça le soir à la pêche, tranquille, mollo. The question was, is there a need? If there's something coming out of that, will you hire local people? Absolutely. Absolutely. I was working with Lakeshore Gold in Timmins, and we tried to hire people only from Timmins because they stay at the mine, right? Because they're part of the community, right? This mine is part of the community. So if you've got people from outside, sometimes you need it, but if you've got them from locally, that's the best place to get people. Absolutely. They know it, but they will love it more than somebody from outside. So that's a very important part. It's something that I believe in and I've learned always works. We did it in Sudbury, we did it in Timmins, and we'll do it here again, right? We want people to be part of this community. We'll do whatever we can. Hey, ça, c'est une bonne question. Non, mais on connecte. Ce qu'on s'est rendu compte, puis là, je vais vous donner l'exemple de Orchard West. Orchard West, ça avait été foré de la surface en utilisant un trou. Puis là, on avait notre cote, on remontait, puis on faisait une autre branche dans le trou, puis une autre branche. Ça faisait des espèces de, comme des doigts. Donc, un trou avec 5-6 branches. Et ça, c'est dur de savoir où se trouve un trou. Donc, on avait des levées gyroscopiques à l'époque ou des levées. On avait une machine qu'on envoyait dans le trou qui nous disait ton trou est là. Dernièrement, on a refait des levées dans ces vieux trous-là. Et on a un trou, ils ont tous bougé, mais on a un trou qui a bougé de 70 mètres.
Ouais, il a marché pendant la nuit. Effectivement. Mais ça ne fait rien. Globalement, quand tu es à 1,2 km de profondeur, 70 mètres, c'est correct. Ça te permet d'avoir une image. Grosso modo, on a ça. Mais quand tu penses aller peut-être miner, tu veux plus de précision. Donc, on a refait les levées dans ces trous-là, puis on a repositionné les anciens trous en fonction d'établir là où on voulait aller avec nos nouveaux trous. Parce que c'est bien beau de dire que tu veux forer, mais il faut savoir où tu veux forer. Les anciens levées géophysiques, on les regarde, oui, mais on aime mieux les nouveaux. Pas parce que les anciens ne sont pas bons, ils ont juste moins de définition. Ils ont moins de portée. Les instruments sont moins sensibles. Tout le monde ici connaît l'histoire de Persévérance, hein? La découverte de Persévérance. C'était bien simple. En 1999, il y a eu un levé Mégathème. C'est une espèce d'avion qui passe au-dessus de la ville et dans le camp pour prendre des mesures de la conductivité. Donc, la conductivité, c'est le courant passe-tu ou le courant ne passe pas dans le sol. Et historiquement, la ligne électrique et la piste d'atterrissage, dans ces deux structures-là, il y a du courant qui passe. Donc, on n'est pas capable de voir. Et d'année en année, on a passé plusieurs sortes de levées. Et est arrivé le fameux levé Mégathème. Le fameux levé Mégathème, il était juste un petit peu différent, mais juste plus précis. Et dans l'espèce de signature qu'on associait à la ligne électrique, il y avait une petite bosse, toute petite bosse, qui n'était pas là dans les autres levées avant, parce qu'il n'y avait pas la définition. Puis c'est cette petite bosse-là qui a été Persévérance. Puis ensuite, on a regardé un peu plus loin, puis on a trouvé d'autres petites bosses. Ça a été Equinox. Donc, la technologie, ce qui était là avant est encore bon, mais si on veut avoir plus de définition, c'est ça qu'on a besoin, de la définition. Puis la définition, des fois, nous amène des surprises. Persévérance a été une surprise majeure, vraiment majeure, parce qu'il y avait déjà un trou historique qui avait été planté à côté de Persévérance à une 50aine de mètres qui l'avait raté. Zéro, pas d'altération, 50 mètres à côté d'un dépôt de sulfure massif. Donc, la technologie au maximum, oui. Ça n'empêche pas. Si une anomalie historique est là, puis on n'est pas capable de, exemple, le trou, on ne peut plus retourner dans le trou, faire le lever, on utilise les données historiques. Mais s'il y a une préférence à faire, on essaie d'avoir toujours l'image la plus à jour. Très bonne question. Peter, I'm going to let you answer that question. Who is the people, the contractor that work on the project? The drillers, the company, the engineering? So right now, the contractors doing the technical work for us, Laurentia Exploration, and they're very much part of our a very important part of our team. Then Orbit Garant is the one diamond drilling company. G4 Drilling, also from Quebec, is the second diamond drilling company that we're using. Out of Montreal, G Mining is doing technical work for us, engineering, they're doing that work. Also out of Montreal, Englobe. Englobe is one of the things they do is environmental tailings and all of that work, and community relations, work in terms of a strategy with First Nations communities. That's Englobe. And then there's some smaller ones, ALS doing the assay work for us, but those are the main ones that we're using. Actually, everybody's actually out of Quebec. Yeah, it's all Quebec content. Pour faire une histoire courte à la question, tous les gens qui travaillaient comme contracteurs pour Glencore travaillent maintenant pour Nouveau, plus une firme d'ingénierie
qui fait des travaux, exemple sur Cap-Nord, ce genre de choses-là. Une firme de relations publiques et une firme d'environnement. Donc, c'est les gens qui travaillaient pour Glencore, maintenant travaillent pour une compagnie qui s'appelle Laurentia. Ces géologues-là, je les ai engagés il y a quasiment 10 ans de ça. Ils ont parti de leur compagnie et tout ce temps-là, ils ont été à Matagami. Donc, c'est du monde de très grande expérience. La particularité du camp à Matagami, c'est des forages profonds. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a une expérience sur des campagnes de forage de surface, puis lui dire que demain matin, il va aller forer un trou de 1,2 km. Il va se planter. Ça prend des gens qui ont connu qu'est-ce que c'est que les genres de problèmes qu'on peut rencontrer à 1 km de profondeur, puis qui savent comment répondre. On a une expertise super solide à leur niveau. Ils sont capables de gérer des trous. La profondeur n'est pas importante. Ils connaissent les méthodes. Ils l'ont déjà fait, ils l'ont prouvé. Ils ont travaillé pour Glencore. Maintenant, ils travaillent pour Nouveau. C'est la même compagnie. C'est la continuité. Mathieu sourit. Il n'y a pas une autre petite question? OK. Je vais passer le micro, mais avant de le faire, je vais vous remercier tous. Merci beaucoup d'être venus. C'était le fun de vous rencontrer. Moi, ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu à Matagami. Donc, quand je suis parti d'ici, j'ai été travailler encore pour Glencore, mais je me suis greffé à une équipe qui s'occupait grosso modo, de sauvetage de mines. Donc, on prenait des infrastructures, des mines qui avaient des problèmes. Peu importe le problème, puis on trouvait la solution. Donc, le background que j'ai acquis quand je suis parti de Matagami, c'est un background qui aujourd'hui m'est excessivement utile. On a appris à voir des dépôts et à trouver des solutions pour ces dépôts-là. Donc, ça, c'est mon petit chemin que j'ai fait personnellement depuis que j'ai quitté Matagami il y a 10 ans de ça. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Peter. I'm not sure what Jill just said, but what I'll just say is that it's a real privilege to be here with you tonight, to be part of the next step in Matagami's future. My background, my passion is not so much exploration. Mine is production. And that's why I'm part of this project, is because of the opportunity to hear the noise coming out of the mill again and the trucks coming out of the mine. That's what really gets me excited. And I really do believe with enough hard work is that we can make that happen. It's going to be a lot of work, but we believe that we can do it, and we're going to keep on trying to do it. If there are any questions that come up, there are certainly, I hope he doesn't mind, but Daniel we're in contact with each other all the time. Please reach out and ask. We'll do whatever we can to answer those questions and keep on keeping you guys informed of what we're doing. And hopefully in the near future, we'll stand here and be able to tell you that this mine is going to be, when it's going to be starting up, and answer those questions specifically as to when it will, and where the people will come from, and all those questions we'll be able to answer them. We've only been doing this for 6 months, and so it's a lot of work, but we're making progress. We've got a great team and a wonderful community. So thank you, everyone. Thanks for you all for coming. And like I say, any questions, please reach out. We'll do our best to answer them. Thank you.